Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux, on va dire, hein, à cette conférence. On va parler aujourd'hui de Q. Donc je pars du principe que vous connaissez comment fonctionne Kubernetes. Je pense que ça fait 10 ans maintenant, on sait tous comment ça fonctionne. Et je vais vous parler de Q. En fait, en gros, Q, c'est un projet quand vous avez des environnements qui sont contraints en termes de ressources. Et je vais vous expliquer un petit peu quel type de contraintes on a de notre côté. Alors moi je me présente rapidement, je m'appelle Laurent Grangeau, je suis Solution Architect aujourd'hui chez Google. Je fais pas mal de choses, je m'occupe des meet-up Docker Kubernetes Serverless de Paris. Je fais des cours sur Open Classroom aussi, je donne des cours aux universités, je suis speaker, voilà, je fais plein de choses. Et mon cœur de métier c'est tout ce qui est container, donc ce qu'on appelle Cloud Native maintenant, sur Google. Alors pourquoi on va vous parler de Q, enfin je vais vous parler de Q, c'est quand on a des contraintes en termes de consommation de ressources. Pour information, moi je m'occupe d'une solution en ce moment qui est de faire tourner des IA sur Kubernetes. Ok, donc on est dans un monde de l'IA, tout le monde fait de l'IA, et en gros, ma solution c'est de faire tourner des IA, n'importe quelle IA, sur Kubernetes, que ce soit des IA custom, de l'entraînement, du serving, de l'inférence, ce que vous voulez. Et généralement, quand on fait tourner des IA sur du cube, on a accès à un GPU en dessous. Et quand on est sur du cloud, les GPU, vous savez que ça coûte soit cher, soit vous n'avez pas forcément accès à des GPU de manière immédiate, on va dire, parce que c'est consommé par d'autres personnes. Et en gros, Google a développé Q, qui est un projet open source que vous pouvez installer sur n'importe quelle ressource Kubernetes, euh, à n'importe quelle distro Kubernetes, donc c'est pas forcément uniquement sur du GKE, et qui lui va s'occuper de scheduler le déploiement des pods pour tout ce qui est entraînement. Alors comment ça fonctionne? Alors vous voyez un petit peu une vue d'hélicoptère sur comment ça fonctionne. Vous avez deux personas. Vous avez le batch admin qui est en haut et le batch user. Donc le batch admin, lui, part du principe qu'il va créer les clusters Kubernetes, tout ce qui est nécessaire, et installer Q au niveau du cluster. Une fois Q installé, on va créer ce qu'on appelle des flavors ending queues, et grosso modo, l'utilisateur qui est en dessous va pouvoir créer des jobs. D'accord? On va se baser sur les jobs de Kubernetes. C'est pas forcément que de l'IA, ça peut être des jobs avec des CPU, des GPU, de la mémoire, du stockage ou autre. Et en gros, Q, lui, est l'élément central qui va jouer avec le cluster pour démarrer, arrêter des ressources quand on en a besoin. Ou en tout cas, scheduler les déploiements des jobs là où il y a des ressources disponibles. Vous allez voir, j'ai pas mal de démos. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est, en tout cas en tant que plateforme admin, en tant qu'administrateur, on va définir les ressources du cluster. Un cluster, c'est pas forcément homogène, donc on peut avoir par exemple chez nous des ressources des VM qui sont soit spot, soit on demand. Donc les spot VM, c'est des VM qui sont beaucoup moins chères, mais qu'on peut préempter, d'accord? Donc quelqu'un peut la prendre à votre place, donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour arrêter votre job. Donc ça, c'est typiquement le spot versus on demand. On peut avoir des architectures différentes. 90% du temps, c'est du x86, mais de plus en plus, on a des architectures ARM qui sont beaucoup plus efficaces pour certaines tâches. Typiquement, tout ce qui est web server, tout ce qui est inférence aussi IA, c'est beaucoup plus efficace et moins cher en termes de consommation. Et enfin, au niveau des GPU, vous avez potentiellement des GPU qui sont pas homogènes. Vous avez des T4, des L4, des A100, des H100, des B100, des B200, j'en passe des meilleurs. Et donc vous voyez que dans le cluster, vous pouvez avoir des ressources qui sont complètement hétérogènes. Donc on va définir des ressources flavor pour justement définir comment sont les nœuds et les ressources hardware en dessous, pour que Q puisse dispatcher la ressource là où ça va bien. Une fois qu'on a la ressource flavor, on va créer des clusters Q. D'accord, des clusters queues, c'est des queues, des files d'attente qui sont au niveau du cluster et qui eux vont gérer les ressources, les workloads et les envoyer sur les bonnes ressources hardware dont on a besoin. Par exemple, je te parlais de GPU, on va envoyer les ressources là où il y a des GPU disponibles. Je parle beaucoup de GPU en ce moment parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre, mais imaginez que vous êtes capable de faire ça avec des CPU, de la mémoire, du stockage.
Les cluster queues, on va pouvoir en créer plusieurs au niveau du cluster, et on va pouvoir les regrouper au sein d'une même cohorte. Ok. Donc imaginez, vous êtes une équipe, une BU, une cohorte, on va dire team A, où il y a plusieurs plusieurs teams dans l'équipe. Donc par exemple R&D, Data Scientist, Prod, j'en sais rien. On va pouvoir définir des cluster queues dans la même cohorte. Le principe, si on va voir un petit peu plus tard, c'est on va pouvoir emprunter des ressources d'une autre cluster queue dans la même cohorte. Donc imaginez, vous avez une cluster queue dédiée à la R&D qui a comme quota 10 GPU et une cluster queue qui est dédiée aux data scientists qui eux ont 5 GPU. Ok. Et on va dire que la R&D, la cluster queue consomme tous les GPU. On a besoin de plus. Ils vont pouvoir emprunter les GPU à côté à la data scientist s'il y a des GPU disponibles. Ok. Donc au sein des mêmes cohortes. Et enfin, en termes de file d'attente, la troisième file d'attente qu'on va avoir, c'est des local queues, où on va restreindre ça au niveau du namespace. Ok. Donc c'est pareil, imaginez que votre team, vos utilisateurs ont accès qu'à un namespace de type team A. Ils vont pouvoir envoyer des jobs que dans le namespace team A, et donc du coup on aura une local queue associée au namespace team A. Donc, généralement c'est une best practice d'isoler un petit peu, d'avoir des droits par namespace au sein du même cluster. Et donc du coup on va pouvoir avoir différents tenants dans une même organisation, et chaque team va pouvoir envoyer dans sa local queue, et la cluster queue lui va faire le dispatch par rapport aux ressources disponibles. J'aime beaucoup les schémas, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus clair. Voilà un peu comment s'explique queue. Vous avez en dessous tous les nœuds. Vous voyez des différents labels, standard, spot, avec des GPU. Par-dessus les ressources flavor. Donc on va avoir une ressource flavor de type standard, ressource flavor de type spot, ressource flavor de type GPU, et des cluster queues associés à ces ressources flavor là. D'accord. Donc chaque cluster queue va pouvoir aller taper pour la première soit des standards, soit des spots, pour la deuxième soit des standards, soit des GPU, et tout ça au sein du même cohorte. Ok. Tout ça, c'est le rôle du platform admin, de l'administrateur, de mettre tout ça en place. Et derrière, l'utilisateur, lui, va justement consommer toutes ces cluster queues. Alors voilà, je vous ai à peu près expliqué comment ça fonctionnait. Maintenant, on va passer aux démos. Alors, j'espère que la démo fonctionnera. Normalement, oui. Hop. Que je redémarre tout ça. Ah, c'est bon. Ok. Alors, on est parti. Donc, hop, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà créé mon cluster qui est disponible. Hop, ici, mon QDemo, qui a déjà des nœuds créés, donc un default node pool avec des CPU, ok. Et j'ai créé un node pool, donc un pool dédié avec des GPU, donc des GPU T4, qui pour l'instant n'a aucun nœud de démarrer. Donc pour l'instant, ce node pool là, vu le modèle pricing de GKE, ne me coûte rien. D'accord. Et vous voyez qu'on peut passer de 0 à 10 nœuds au global, donc vous pouvez avoir jusqu'à 10 GPU supplémentaires. Et on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer un peu tout ce qui a été installé. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà installé le manifeste de Q, qui se trouve juste ici. Et normalement, si je regarde dans mon cluster, hop, j'ai bien mon Q Controller Manager qui est démarré, qui tourne. Je peux même vous montrer que le cluster est quasiment vide. Donc ça, ce sont tous les pods par défaut, Cube System. GMP, c'est tout ce qui est Prometheus, et Manage CIM, pardon, c'est vrai. Y a rien installé. C'est juste Q System qui a été installé en plus, avec le Q Controller. Donc ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je vous montre un petit peu ce qui a été créé. Donc ça va, vous voyez bien ok. Donc vous voyez que au niveau de la cluster queue, on n'a aucune ressource de disponible pour l'instant. Si je regarde au niveau de mes local queues, on n'a rien de disponible. Et au niveau de mes ressources flavor, j'ai absolument rien. Ok. Donc du coup, tout est vide, et ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de créer pas mal de choses. Déjà, on va créer des namespaces. Si je me mets pas dans le bon repo, ça va pas fonctionner.
Donc je vous propose de créer des namespaces team A, team B. Vous voyez qu'on a créé deux nouveaux namespaces team A et team B. Ça c'est pour vous montrer dans les local queues que chaque team aura sa propre local queue et pour envoyer ses propres jobs. Je vous ai parlé aussi de ressources flavor, donc je vous propose de créer la première ressource flavor et évidemment je vous montre comment ça fonctionne. Donc la ressource flavor, default ressource flavor, pour l'instant elle est vide. J'en ai besoin pour créer mon premier job, mais voilà, pour l'instant il n'y a rien dedans. Et si je vous montre à quoi ça ressemble au niveau des flavors, vous voyez bien que j'ai ma default flavor qui a été créée. Ok. Je vous ai dit aussi qu'on est capable de créer d'autres types de flavors, de type on-demand, spot instance, etc. et compagnie. Là, on a un peu plus de choses dans la flavor. Donc là, j'ai créé une flavor GPU L4 on-demand, où ici, je mets des labels, en disant, va me taper les ressources qui contiennent les labels GPU Accelerator NVIDIA L4, de type standard, avec des ressources type on-demand. Ok? Avec les Node 10 qui vont bien. Ça va être pareil pour les reservations. La seule différence, c'est que c'est des ressources type de type reservation sur GCP. Et enfin, on a des flavor spots en disant c'est du spot instance avec des ressources type de type spot. Ok. Donc si on regarde maintenant tous mes types de flavors, j'en ai 4. Donc je peux les utiliser dans des queues différentes. En disant, par exemple, j'ai une cluster queue de type on-demand, une cluster queue de type spot instance. Et quand j'enverrai des workloads dans cette queue, ça va m'envoyer sur la bonne machine. Ok. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de déployer notre première cluster queue, ici, et vous allez voir qu'on a pas mal de choses intéressantes. Hop là, je fais ça. Donc, on est sur un type cluster queue que j'ai nommé cluster queue, ici. Là, je lui dis qu'il est disponible pour tous les namespaces. Donc on serait capable aussi de restreindre la cluster queue par rapport à certains namespaces, en disant on va faire du découpage de namespace. Ici, on a notre cohorte, qui s'appelle product A. On va dire qu'on a plein d'équipes qui travaillent sur un produit A. En termes de queuing, c'est du best effort. Okay, donc Q va faire en sorte de dispatcher les workloads comme il peut. Et enfin, je lui dis que tu vas me couvrir comme ressource la CPU, la mémoire, les GPU et les stockages éphémères. Tu vas m'utiliser comme flavor le default flavor, et voici les quotas que tu as. Donc on n'a pas beaucoup de quotas, donc 10 CPU, 10 GPU, 10 Go de stockage et 10 Go de mémoire. Okay, tout ça, c'est le platform admin qui va le faire, donc il va définir quels sont les quotas que chacune des flavors ont accès. Encore une fois, CPU mémoire, on va dire que c'est virtuellement illimité. Moi, ce qui m'intéresse dans mon use case, c'était vraiment les GPU, en disant, dans ma team, je ne veux consommer qu'au max 10 GPU, et pas avoir des développeurs ou des ops qui font n'importe quoi en consommant 400 GPU pour faire n'importe quoi. Ok. Donc une fois que ma cluster queue elle a été créée, je vais vous montrer qu'elle est bien appliquée. Ici vous voyez bien qu'il y a ma cluster queue, hein, peut-être pas en bas, mais cluster queue avec ma cohorte product A qui a été créée, et pour l'instant je n'ai pas de workload en attente. Ok. Ensuite, une fois que la cluster queue a été créée, je vais vous créer les local queues. Même principe, on a la team A local queue. Donc c'est une local queue restreinte au niveau de la namespace team A. Je l'ai nommée LQ team A, ok, et elle pointe sur la cluster queue. Même principe sur la team B, la seule différence c'est qu'elle s'est appelée LQ team B et dans le namespace team B, ok, mais elle pointe sur la même cluster queue. Donc on a deux teams, deux équipes qui vont, enfin deux teams qui vont pointer sur deux local queues qui vont pointer sur la même cluster queue, qui est la cluster queue qui elle sera sur la default flavor, donc gérera les quotas. Ok, donc une fois qu'on a fait tout ça, je vous propose de passer dans le persona utilisateur et donc de déployer notre premier batch. Alors lui dure 30 secondes, donc j'ai pas, faut que j'aille vite. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Avant que je vous montre à quoi ça ressemble, je vais vous montrer que le batch a été appliqué. Donc dans la cluster queue, on a bien un workload admis, donc le batch qu'on a envoyé dans la cluster queue. Dans la local queue, on va avoir le même principe. On va avoir le batch qui a été admis, et si on regarde au niveau des pods de la team A, on a bien 3 pods avec un simple job qui tourne. Je me dépêche parce qu'en fait, ça dure que 30 secondes, et après 30 secondes, on voit plus rien.
Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous allez voir que la définition du job est assez simple. Il n'y a pas de nouveau type dans Kubernetes, enfin il n'y en a pas de queue v1 avec un kind job, donc c'est pas un job de type queue, c'est vraiment un job de type pur kube. La seule différence, c'est qu'on va avoir une annotation ici en lui disant va me pointer sur la local queue team A, et donc queue va lui mettre en place tout ça. Le seul truc aussi, c'est qu'on va mettre un suspend égal à true. De base, le job est arrêté, et ça va être queue qui lui va démarrer ou arrêter les jobs par rapport à la demande. Ça évite que tout le monde envoie des jobs un peu n'importe comment, n'importe où. Et ici, je lui ai dit, voilà, tu m'en tournes 3 en parallèle et tu attends qu'il y en ait 3 qui est fini pour finir. Ok, donc c'est un truc qui fait slip, hein, c'est pas grand chose. Ok. Ça c'était ma première démo, c'est cool. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais en tout cas, vous avez un petit peu plus compris le concept de queue, de job, et donc de local queue. Alors ce qui est intéressant, j'en ai parlé aussi, c'est les notions de préemption. On est capable de préempter des ressources par rapport à des queues qui sont différentes, donc les cluster queues différentes. Et ce qui est intéressant dans mon use case, c'est qu'on va définir des priorités différentes. Imaginez, vous avez soit des différences, par exemple, entre les équipes R&D qui ont une priorité plus forte que les data scientists, voire ce qui est plus logique, des développeurs et de la prod. Okay, donc imaginez, vous avez de la prod sur le même cluster, vous devez faire tourner des jobs de prod, et vous avez des jobs de dev à côté qui ont beaucoup moins de priorité parce que la production prendra toujours le dessus. Un des use cases qui est intéressant aussi, c'est qu'on a travaillé sur une solution qui faisait et du training d'IA et de l'inférence sur le même cluster. D'accord ? Et on voulait que l'inférence, donc le serving des IA, prenne le pas sur l'entraînement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini deux priorités. Une priorité de type inférence et une priorité de type entraînement, training. Et l'inférence prenait le pas. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que si le trafic augmentait sur le cluster, qu'on puisse scaler l'inférence, donc scale up l'inférence, mettre en pause le training, donc faire les checkpoints de training, les mettre de côté. Et une fois que le pic de charge était passé, donc l'inférence redescendait, qu'on reprenne les jobs d'entraînement. Donc on avait training et inference au niveau du même cluster. Alors comment ça fonctionne ? Q va faire ce qu'on appelle du fair sharing, où on va essayer de récupérer des ressources qui sont soit plus basses en termes de priorité, soit plus nouvelles, on va dire, que les jobs qui tournent en cours. Et ça, c'est par rapport au quota défini dans les flavors. Ok ? Alors, je vais vous montrer une autre démo. Donc l'autre démo, c'est qu'on va appliquer deux types de priorités. Donc une dev priority et une prod priority. La dev priority, c'est basé sur ce qu'on appelle une workload priority class, où là on a défini une valeur de 100, ok, au niveau de la dev priority, et on a une prod priority, ici, où on a une valeur de 1000. Donc vous voyez que la prod, normalement, va prendre le pas sur le développement. Hop, on va redéfinir donc la cluster queue, priority cluster queue, elle est là, hop là, où en gros c'est la même chose, sauf que ici on a une différence, c'est qu'on a une préemption, et comme je vous ai dit, la préemption au sein de la cluster queue, on va arrêter les jobs qui sont soit plus récents, soit de moindre priorité que les jobs qu'on a envoyés. Sinon au niveau de la cohorte, on arrête tous les jobs qui sont de plus basse priorité. Ok, donc si on veut emprunter des ressources dans la même cohorte mais sur un cluster queue à côté, on va arrêter les jobs qui sont de moins de priorité, donc typiquement les jobs de dev pour de la prod, et puis derrière on va relancer les jobs de dev quand la prod aura pris le pas. Ok, c'est la seule différence, le reste reste strictement identique. Et on va appliquer un job de dev. Donc là c'est un petit peu plus long, parce que je crois que j'ai mis à 2 minutes. Le dev job ici, même principe, tout est basé sur des annotations. On va lui dire, merci de... Voilà. On va lui dire que c'est une priority class de type dev priority. Ok, donc on a défini dans mon job que c'est un job de dev. Donc il y a une priorité de dev, et normalement on a besoin de 9 pods qui finissent pour pouvoir avoir fini l'entraînement.
Si on regarde en ce moment ce qui se passe, hop, vous voyez qu'il y a bien normalement 3 jobs qui tournent, 3 et 6 en attente, donc 9 en tout. Et là, imaginez que quelqu'un arrive avec son job de prod et veulent emprunter des ressources qui ne sont pas disponibles. Donc j'ai créé mon job de prod, et si je regarde mes pods, normalement, il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce que Q va attendre que les jobs qui sont déjà en train de tourner finissent de tourner, ok, avant de démarrer des nouveaux jobs. Vous pouvez configurer Q, il y a une config map, vous pouvez configurer Q pour lui dire si tu as des jobs de plus haute priorité qui arrivent, tu m'arrêtes les jobs qui sont en cours, tu me les stops. Typiquement dans l'IA, tu fais ce qu'on appelle du checkpointing, donc on met les fichiers qu'on a déjà partiellement entraînés sur un bucket GCS pour pouvoir les reprendre après. Mais par défaut, les jobs sont pas arrêtés quand on fait tourner. À quoi ça ressemble à un job de prod? Pardon, un job de prod ici. C'est juste que la priority class, elle est à prod priority, tac, plutôt que dev priority. Ok. Donc normalement, ce job-là aura plus de priorité que le job de dev. Maintenant que je vous ai blablaté, il me reste encore 10 secondes de claquette avant que les jobs de prod démarrent. Hop, ça devrait pas tarder. Donc on a déjà un job de dev qui a été fini, et normalement, par la magie de ce qui se passe. Vous voyez que les jobs de prod ici ont été créés, ils sont en running, pendant que les autres sont en train d'être finis, alors que les jobs de dev sont toujours en pending. Ça veut dire que Q a vraiment pris la priorité de la prod sur la dev, et donc du coup va démarrer des jobs de prod avant la dev. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce que si vous faites ça manuellement, ou si vous avez, je sais pas moi, dire, la première semaine de mon cluster, c'est la prod qui prend le pas, la deuxième semaine c'est la dev, la troisième semaine c'est la R&D, j'en sais rien. Là, vous avez quelque chose qui le fait automatiquement, en tout cas en best effort, plutôt que de le faire manuellement, de définir. Ok? Alors déjà, moi, je trouve ça assez intéressant en termes de gestion de priorité au niveau d'un scheduler. Ce que je trouve super intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle Dynamic Workload Scheduler. Donc DWS, c'est quelque chose qui est propre à nous, donc propre à Google, à GKE, qui nous permettent de démarrer des nœuds par rapport au workload. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que, je vous l'ai montré tout à l'heure, sur mon node pool de machine, enfin de GPU L4, on a 0 nœud. D'accord? Donc si j'envoie des workloads qui ont besoin de GPU, bah Q va être là en mode bah écoute, j'attends parce que j'ai pas de nœuds disponibles, et donc j'attends que tu me démarres des nœuds pour pouvoir démarrer les workloads. Là avec DWS, c'est qu'on est capable d'envoyer des workloads, et DWS va piloter le cluster autoscaler pour démarrer des nœuds à la demande, faire tourner les workloads, et une fois que les workloads seront arrêtés et finis, ils vont redescendre les nœuds, donc ils vont remettre à 0, puisqu'on n'aura pas besoin de ces ressources-là. Et donc DWS et Q, c'est vraiment un match pour moi qui est super bien, parce on va dire qu'on mime à peu près ce qu'on appelle le serverless. Si on consomme pas, on n'a pas de ressources, et quand on a besoin de consommer, on démarre des ressources à la demande. Comment ça se passe? C'est qu'on va avoir un truc que j'arrive jamais à dire en anglais, un admission check, admission checks, voilà, qui va checker d'abord si le batch qu'on a envoyé a besoin de ressources qui ne sont pas disponibles. Donc là, moi, je le fais avec des GPU, mais imaginez, au niveau des quotas, vous avez besoin de 100 CPU, et que pour l'instant, au niveau des node pools, vous avez que 60 CPU, bah, lui va pouvoir démarrer des machines qui correspondent à ça. Donc on a un admission check qui va aller checker d'abord si oui ou non on a besoin de ressources, et si on a besoin de ressources, on va envoyer la demande à ce qu'on appelle un provision request config, donc qui lui va demander à l'autoscaler de me démarrer les ressources dont on a besoin. Donc évidemment, comme j'aime beaucoup les démos, je vais vous montrer une petite démo. À quoi ça ressemble? Hop. Donc là, j'ai déjà créé un node pool ici. Le petit flag qui va bien sur le node pool, c'est Enable Queued Provisioning. Donc ça, c'est DWS. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on démarre un node pool, automatiquement, via un daemon set sur GKE, on a les drivers NVIDIA installés. Donc on n'a pas besoin de se soucier d'installer les drivers. Tout ça, c'est automatique. Vous avez vu qu'on a l'autoscaling
donc qui permet de jouer entre 0 et 10. Et ici, vous avez le nombre de nœuds par défaut et le total max node à 10. Et on va s'amuser à faire des choses. La première chose à mettre en place, c'est l'admission check, qui ressemble à quoi? Qui ressemble à un kind admission check avec un nom d'AWS prov. Et en gros, on va aller taper donc le provision request. Et donc on va taper le provision request config quand on va aller faire ce check là. À quoi ça ressemble? Tac, si on regarde la mission check, on a bien d'AWS prov. Ça c'est en place. Ensuite on va mettre en place le provision request config. À quoi ça ressemble ce provision request config? Ça ressemble à ça, en disant ça s'appelle DWS config. Et en gros, toi tu vas me regarder les GPU. Ok, je lui demande de regarder si on a des ressources qui demandent des GPU. Le provision request config va regarder au niveau du cluster autoscaler s'il y a les ressources disponibles. S'il y a les ressources disponibles, il va envoyer le workload sur la ressource qui est disponible. Si les ressources ne sont pas disponibles, il va envoyer, il va créer la ressource avec le cluster autoscaler pour pouvoir envoyer la workload. Ok? Donc, à quoi ça ressemble? Tac. On a un DWS config, tout est prêt. Ah, pardon, DWS config, tout est prêt. Évidemment, on va devoir paramétrer tout ça, donc on va nous créer un petit cluster queue. Même principe, hein, on a les best effort, etc. et compagnie. La seule différence ici, c'est que je vais ajouter un admission check. Donc je vais lui dire, quand tu vas m'envoyer des workloads sur cette cluster queue là, tu me fais un check, tu me l'envoies à AWS prov, qui lui va checker si oui ou non les ressources sont disponibles. Hop, ça change rien en termes de cluster queue. Donc on a un DWS cluster queue ici. Hop, on va créer la local queue qui va bien. Même principe, ça change rien, mais en tout cas, on a une nouvelle DWS local queue ici qui pointe sur DWS cluster queue. La local queue ressemble à quoi? C'est le même principe que tout à l'heure. Là, je l'ai mis en namespace default, donc c'est un peu plus simple. Et elle pointe sur la cluster queue de type DWS cluster queue. Ok. Et maintenant, je vais m'amuser à envoyer un job avec DWS. Et là, ça prend à peu près 3 minutes. Donc j'ai à peu près 3 minutes pour vous expliquer avant que la magie s'opère. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est d'aller voir le job. Donc je vous ai créé un nouveau job avec un DWS. Et là, le job me dit, en fait, j'ai pas assez de ressources pour envoyer la requête au niveau des ressources. Donc du coup, j'attends que quelque chose se passe. Normalement, généralement, on devrait avoir un admin qui démarre manuellement des machines ou quoi que ce soit pour dire j'ai besoin de GPU, j'ai besoin de CPU, de quota, quoi que ce soit, donc démarre des machines. Le truc, c'est qu'ici, on a le provisioning request qui a été trigué, donc qui a été accepté ici, mais qui n'est pas encore provisionné. Donc aujourd'hui, là, j'ai mon provisioning request qui m'a demandé de créer des ressources, mais qui ne sont pas encore créées. En attendant, à quoi ressemble mon job? Mon job, il ressemble à quoi? C'est un job normal, de namespace. Je lui ai dit, tu vas me taper dans la DWS local queue, et le timeout, c'est 10 minutes avant que le job soit considéré en échec. Si dans les 10 minutes, j'ai pas mes ressources, tu tombes en échec. Ça évite d'avoir des jobs qui sont ad vitam aeternam sur le cluster. Là, je lui ai dit, bah, tu m'envoies ce job-là sur le node pool qui s'appelle NVIDIA T4S, d'accord? Donc je l'ai envoyé sur les T4. Et ici, je lui ai demandé, comme ressource, tu me l'envoies sur un GPU. Donc j'ai besoin de 1 GPU pour tourner. Et donc le truc, c'est que l'admission check, lui, va voir ça, il va dire, ok, tu m'as demandé de regarder les ressources GPU, j'en ai pas, je vais l'envoyer à la provisioning config, qui va m'envoyer au cluster autoscaler, qui va me démarrer les machines dans mon node pool. Donc ça prend un petit peu de temps à être admis. Si je regarde les nœuds, maintenant vous voyez que les 3 nœuds du default pool. Par contre, si je reviens au niveau de mon node pool ici, donc là j'ai mon nombre de nœuds qui sont toujours à 0. Mais si je clique dessus, normalement, vous avez vous avez les instances qui sont en train de monter. Ok, je vous ai dit ça prend à peu près 3 minutes le temps de démarrer des nouvelles machines.
et en 3 minutes, j'aurai mon workload qui sera démarré. En termes de pod, pour l'instant, on n'a rien qui tourne. Donc en attendant que je fasse des claquettes, je peux vous montrer quoi? Je peux vous montrer la cluster queue, DWS, pourquoi je l'ai pas mis dedans? Kubectl get cluster queue, local queue, hop. Admitted workload, normalement, on devrait en avoir un. Bref, j'espère que... je l'ai envoyé mon batch ou pas? Oui, je l'ai envoyé mon batch. Si je regarde mon job, on est à 2 minutes 57, normalement, sauf si la démo fonctionne pas. On devrait avoir quelque chose qui se passe, on devrait avoir des nœuds qui ont été provisionnés. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps. J'aimerais bien que ça fonctionne. Sinon, c'est pas grave, je passe à la suite. Comment il s'appelle ton copain? C'est Alexis qui... Non, mais ça va fonctionner. Je suis sûr que ça va fonctionner. Sûr que ça va fonctionner. Non, mais on va passer à la suite. Je reviendrai un petit peu plus tard. Normalement, j'ai 2 minutes. Ah, si, c'est bon. Donc, vous voyez que ici, on a bien mon nouveau nœud NVIDIA T4S qui a été créé. Ça prend un peu plus de 3 minutes. Mon nouveau nœud qui a été créé. Normalement, si je regarde mon job, il m'a dit, ok, ça a été admis par le cluster queue, DWS. Si je regarde mon cluster queue, DWS, j'ai pas de pending workload parce que je suis dans les cluster queue. Je regarde ma local queue, j'ai bien admitted workload à 1 ici, DWS. Et si je regarde les pods, s'il te plaît, merci. J'ai bien mon sample job qui a été démarré. Ouf, tout va bien. Donc vous voyez ici que j'ai envoyé un job sur une cluster queue qui a demandé des ressources GPU. J'en avais pas. DWS a fait son travail, m'a créé un nœud. Mon job tourne, et une fois que mon job aura fini de tourner, dans à peu près 5 minutes qui suivent, ma ressource, mon node sera terminé parce que j'en ai plus besoin. Ok. Donc vous voyez que non seulement on peut aussi faire du scheduling de workload, mais en plus on peut essayer de faire des choses un peu plus meilleures au niveau financier, parce que là on est sur des machines qui démarrent à la demande et qui s'arrêtent à la demande. Donc en termes de consommation de ressources et consommation financière, on est vraiment pas mal. Ce qui est intéressant aussi avec Q, c'est que des fois on a des contraintes. Typiquement, alors là on est au Luxembourg, mais en France on a la GDPR, comme partout en Europe. En France on a Cloud Souverain, et typiquement sur certains use cases, on ne peut pas faire sortir les données de France. D'accord, on a besoin de faire tourner les données sur des ressources françaises. Donc imaginez que vous vouliez faire un méga cluster IA avec plein de nœuds partout dans le monde, typiquement si vous entraînez des IA françaises, de les restreindre uniquement à des clusters français. On a le concept de multi-queue. Alors ça fonctionne comment? Le schéma est pas super lisible, mais le principe c'est quoi? C'est qu'on a un cluster manager qui va contenir queue et des multi-queue config qui lui va être relié à des workers. Okay. Chaque worker sera dans des régions spécifiques. Typiquement, je pense aussi notamment à des disponibilités de GPU qui ne sont pas disponibles pour l'instant en Europe, mais par exemple qui sont disponibles en termes de quotas aux US. Quand on va envoyer des workloads dans multi-queue va les envoyer directement aux US pour les entraîner sur des B200 par exemple, et récupérer les IA, voire les entraîner sur des clouds souverains de type cloud français, cloud allemand, des choses comme ça. Donc on a un concept de multi-queue qui est un cluster manager qui va piloter des workers et va envoyer les workloads là où il y a des contraintes soit de quota, soit des contraintes légales. Ce qui est intéressant aussi avec Q, c'est que on peut faire ce qu'on appelle de la topologie. On en parlait tout à l'heure avec Julien. Généralement, quand on veut entraîner des IA, le plus gros point noir qu'on a, c'est l'échange de données entre les différentes IA. Et quand on passe sur un réseau local qui est certes bien dimensionné, mais sur des racks différents, on est assez limité. Alors que quand on est dans un rack complet, on a des réseaux qui sont par exemple des InfiniBand qui montent jusqu'à 7200 gigabits. Donc on est à 7 Tera au niveau du rack, et généralement on est sur du 100-400 gigas inter-rack. Donc ça serait intéressant d'avoir que Q soit aware,
j'ai pas le mot en français, ça fait un peu Jean-Claude Van Damme, qui soit un peu aware de ce que c'est au niveau du rack. Donc on est capable de définir des topologies, donc de définir que cette ressource-là est dans tel rack et dans tel bloc, et à quoi ça ressemble. Vous allez voir. Tac, ça ressemble à quoi? On a des topologies. Hop là. Des topologies en disant, voilà, on a des nodes labels qui sont des topologies blocs, des topologies rack et des hostnames. Donc on est capable, dans une topologie, de définir voilà, où se trouvent les ressources, dans quel rack, dans quel bloc, quels sont les noms. Ensuite, on est capable de définir des flavors. On va là lui définir le flavor dans quel type de topologie il est. Donc imaginez, vous avez défini ici une typologie de type rack H100 avec que des H100 dans le même rack. Quand vous allez envoyer vos workloads dans ce ressource flavor, il sera automatiquement dans le même rack. Okay, donc les entraînements d'IA, les échanges de données se font beaucoup plus rapidement que s'ils étaient dans deux racks différents. Et en termes de queue, ici, on a juste à changer la flavor en disant les cluster queue, tu vas me taper la task flavor, donc topology aware scheduling flavor. Et donc du coup, on est sûr et certain que si on tape dans cette cluster queue, on est sur le même rack. Ça, je trouve ça super intéressant, justement dans l'entraînement d'IA quand on est limité par le réseau. Et enfin, une dernière chose, je vous parle beaucoup d'IA depuis tout à l'heure. Généralement, on fait pas des batchs d'IA comme ça en envoyant des batch jobs. On s'appuie sur des frameworks. Et typiquement, Q s'intègre avec des frameworks de Kubeflow, des frameworks de type TensorFlow, de type PyTorch, de type XGBoost. Ça, c'est intéressant puisqu'on est capable, par exemple avec TensorFlow, de définir des serveurs principaux et des workers, et donc du coup de faire tout ça magiquement. Ce qui est intéressant aussi, c'est on supporte le MPI. Donc MPI qui est un protocole qui est utilisé dans le HPC, et on est capable d'avoir des jobs qui se parlent entre eux via du MPI. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors la première chose à faire, c'est je vais vous montrer un petit peu la config map de Q. Donc la config map qu'on peut changer évidemment. Donc ça c'est toute la configuration par défaut. Ok. Vous voyez ici qu'on peut définir le namespace selector, les manage jobs, les pods de for ready, etc. compagnie. On peut s'intégrer aussi avec des certificats, savoir si oui ou non on fait des échanges sécurisés. Et en termes d'intégration de framework, vous voyez que par défaut, tout ce qui est MPI, TensorFlow, PyTorch et compagnie, c'est autorisé. Pour ceux qui font de l'IA pure, on s'intègre aussi avec tout ce qui est le Ray Framework. Le Ray Framework, c'est un super framework au-dessus de tout ça, pour dire on fait des clusters Ray, des jobs Ray, et lui se charge de dispatcher, fait le distributed training, le distributed inference. Bref, tout ça, on est capable de le changer. Et ce que je vous propose, c'est d'installer les frameworks de type Kubeflow, ici. Donc on va installer donc le training operator. On va pas installer Kubeflow en lui-même, mais on va juste installer le training operator, qui est tous les CRD pour supporter tout ce qui est framework type TensorFlow et compagnie. Et du coup, il y a un déploiement avec un training operator qui lui va dispatcher tout ça. On va créer. Alors je sais que j'ai un petit problème. On va créer une cluster queue de type training cluster queue. Ici, on va lui dire, c'est une nouvelle file, hein, c'est juste pour pas empiéter sur d'autres cluster queue. Je l'ai appelé training cluster queue. Et normalement, si j'applique la local queue training, il va râler, mais je sais pourquoi. Il va râler kubectl create ns training. Donc là, je lui crée un namespace training, je lui crée une local queue qui pointe sur le namespace training, ok, et la local queue pointe sur la cluster queue. Et enfin, on va lui définir un job. Alors là, je vais définir un job de type TensorFlow. Ok. Donc ça, c'est un job pure TensorFlow ici. Et le principe, c'est quoi? C'est de démarrer un job qui va être distribué
pour l'entraînement de type MNIST. Alors le MNIST, c'est un espèce de framework, on va dire benchmark, pour pouvoir entraîner la reconnaissance des images de 0 à 9 avec le MNIST. C'est un truc ultra bateau. Et en gros, quand on va faire le TensorFlow, on a besoin d'un réplica, donc d'un PS, ici, qui est défini pour le MNIST test. Donc ça, c'est le serveur principal qui va dispatcher au niveau des workers. Et au niveau des workers, ici, on a deux réplicas qui vont être basés sur le même MNIST. Et vous allez voir qu'on va démarrer les pods par rapport à toute cette topologie-là. Et évidemment, on a ajouté une annotation en disant tu vas me l'envoyer dans la local queue pour pouvoir que queue lui se démerde pour pouvoir dispatcher ça au niveau des ressources. Donc je vous propose de l'appliquer kubectl apply -f tfjob dans cube. Voilà, donc le job a été créé. Normalement, si je fais un kubectl getPods, vous allez voir que mon sample job ici a bien été... non, ça c'est celui de tout à l'heure. Il n'a pas encore été créé parce que c'est dans le namespace default. Il devrait être créé dans pas longtemps. J'espère, en tout cas. Mais en tout cas, si j'attends un petit peu, donc les pods vont être créés et ils vont démarrer par rapport à la topologie que je lui ai dit. Et imaginez de mixer ça aussi avec des WS. Quand on fait l'entraînement d'IA avec des TensorFlow jobs, vous êtes capable de dispatcher ça au niveau des ressources, de monter les ressources par rapport à des ressources que vous managez type GPU et d'avoir une utilisation assez fine de tout ça. Alors, pourquoi il ne le crée pas? Je ne sais pas. kubectl get local queue un training. Si je fais un kubectl get pods un training, et bah effet démo, ça ne fonctionnera pas celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Elle a fonctionné il y a 2 jours. Il n'y a rien du tout. Et ben je ne sais pas. Il fallait bien que ça arrive. Du coup, vous n'aurez pas vous ne verrez pas les 3 pods qui vont démarrer malheureusement sur le cluster. Il faut que je regarde pourquoi. Bref, voilà ce que je voulais montrer au niveau de queue, au niveau du dispatch. Moi, j'utilise beaucoup dans ma solution pour tout ce qui est entraînement d'IA au quotidien. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on a une solution avec des clusters de partout, enfin un cluster avec queue qui va dispatcher toutes les ressources. Et il y a beaucoup plus que ça, hein. On a aussi des custom compute classes qui nous permettent d'avoir des priorités sur les nœuds. Typiquement, on va dire dans un premier temps, essayer avec des B200. Si tu n'y arrives pas, essayer avec des A100. Si tu n'y arrives pas, essayer avec des H100, donc il va redescendre à chaque fois. Et on va démarrer les nœuds à la demande. Si vous voulez voir le projet, enfin les démos sont open source. Donc là, c'est le QR code pour accéder à vos démos. Puis si vous avez des questions, il me reste 6 minutes pour des questions. Voilà. En attendant, j'essaie de voir s'il n'est pas dans démarrer. Non, je sais pas. Pas de question. Excuse-moi. Oui. Ça pourrait être ça, effectivement. On va essayer de réappliquer kubectl apply tfjob. Voilà. Tu as donc du coup tu as bien suivi et je vais bien expliquer parce que on est limité au niveau de la local queue au niveau du training. D'autres questions du coup? Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de terminer là. Je vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci à Voxit Day pour l'invitation et puis dans les couloirs tout à l'heure.